Alors donc, quatrième séance et dernière séance donc, de ce cycle qui visait à interroger l'image médiatique contemporaine. Cette séance s'intitule donc « Dessiner un volcan, projetant du rouge comme le volcan, l'image ». Donc deux exergues, voilà, on a un peu pris l'habitude de ces exergues qui me servent de matériaux de réflexion, c'est toujours assez stimulant. L'index historique des images, en effet, ne dit pas seulement qu'elles appartiennent à un temps déterminé, il dit avant tout qu'elles ne viennent à lisibilité qu'en un temps déterminé. En tout présent, la vérité est chargée de temps jusqu'à exploser. L'image est ce dans quoi l'autrefois s'assemble avec le maintenant, à la rapidité de l'éclair en une constellation. Comme on parlera de la préhistoire, donc, et d'une relecture, d'une réinterprétation, d'une peinture pariétale, donc c'est assez intéressant de noter cette question d'images qui viennent à lisibilité en un temps déterminé. Donc c'est une formule de Walter Benjamin qui est extraite du Paris Capital du XIXe siècle, ce fameux livre du non achevé. Voilà, j'ai extrait cette formule d'une liasse, la fameuse liasse N, qui est une liasse d'aphorismes, de réflexion, d'émotion. La deuxième est une formule que j'ai trouvée chez Merleau-Ponty dans Le visible et l'invisible, dans ce fameux livre posthume, magnifique, de 64. Celui qui voit ne peut posséder le visible que s'il en est possédé, s'il en est. Aussitôt qu'une image médiatique se trouve saisie par le miroir où ça doit être du flux, donc je reviens sur cette idée de flux d'Internet, elle s'émiette, cette image. Davantage, elle explose en myriades d'images répliques, d'images très d'union répliques, qui se propagent en des cosmos de miroirs. N'oublions pas que ce processus, que j'appellerais volontiers d'envoûtement algorithmique, ce processus d'Internet, le flux des images, que j'appellerais volontiers d'envoûtement algorithmique, est à l'opposé de toute méthode de pensée où les dispositifs analytiques et les mouvements déductifs coordonnent les actes de la conscience. Il n'en demeure pas moins que la machine Internet est une création collective et que son déploiement, sa reconfiguration du régime de l'image, n'est pas issue d'un quelconque complot, on mettra des guillemets à complot, elle résulte de cette situation, d'un état des connaissances et du paradigme technique qui en est issu, désormais entremêlé aux usages de millions d'internautes qui agissent dans le contexte algorithmique d'un déchiffrement du monde ou d'une écriture de la vie. Peut-être faut-il ici se souvenir de ce que formulaient les tenants d'une vision organique de la culture. Ces philosophes que Habermas nommait avec dédain les philosophes de la vie, avec beaucoup de dédain, on mettra des guillemets. Georg Simmel, l'un de ces philosophes de la vie, interrogeait ainsi le caractère propre, fluctuant et indéterminé, disait-il, de l'évolution des formes de la culture. Le caractère propre, fluctuant et indéterminé de l'évolution des formes de culture. Et il proposait une lecture de ce caractère. Alors je vais vous lire cette citation, elle est un peu longue, et je vais présenter la fin de cette citation en la projection. Mais le processus profond, disait Georg Simmel, pourrait être que la vie, en raison de sa nature d'inquiétude, de développement, de flux continu, soit en continuel conflit avec ses propres produits, qui, une fois stabilisés, ne l'accompagnent pas. Mais puisqu'elle ne peut trouver sa propre existence extérieure que dans des formes, quelles qu'elles soient, ce processus se présente d'une façon qu'on peut voir et nommer comme l'éviction de la forme ancienne par une forme nouvelle. L'évolution continuelle des contenus culturels, et finalement des styles entiers de la culture, est le signe, ou plutôt le résultat, de la fécondité infinie de la vie, mais aussi de la profonde contradiction qui oppose le devenir éternel et l'évolution éternelle de la vie,
à la validité et à l'autonomie objective de ses présentations et de ses formes, près de qui ou en qui il vit. Il se meut entre meurt et devient et meurt. Alors ça me paraît, c'est une phrase très, très belle, hein, donc elle est extraite de Conflit et modernité, c'est un texte de 1918 qui a été repris dans l'anthologie Philosophie de la modernité. C'est un texte absolument capital pour penser en quelque sorte la culture elle-même comme un flux, déjà comme une sorte de déluge d'informations où il y a un processus d'effacement permanent, de reconstruction et de reconfiguration permanente. Ce descriptif donc de Simmel, à condition de l'appréhender sous l'angle historique, pourrait parfaitement rendre compte aujourd'hui d'Internet et fournir, ou bien fournir, un cadre de compréhension non marqué du sceau du catastrophisme. Cela nous permettrait en tout cas de saisir le grand engouement pour l'image qui s'est emparé des milieux de la recherche scientifique, toutes disciplines confondues. Ayons donc le courage de penser le grand remaniement de l'économie de l'image introduit par les technologies numériques. En soulignant que ce remaniement n'est pas une opération satanique ouvrant unilatéralement la porte à une nouvelle barbarie ou à une désintégration de nos sociétés, elle constitue un processus historique complexe qu'il s'agit d'étudier dans sa globalité et ses impacts. Ce que nous pouvons penser, nous pouvons le transformer. Prenons acte d'emblée du bond considérable que les outils numériques autorisent dans des champs scientifiques comme la médecine, l'imagerie médicale, les neurosciences computationnelles, puisque la formule maintenant est passée, la neuroimagerie cognitive, etc. La physique des matériaux, la physique cosmologique, la mécanique quantique, la mécanique spatiale, etc. La chimie, etc., etc. Ou le calcul, la modélisation, l'image numérique introduisent des protocoles nouveaux dans toutes ces disciplines scientifiques. Aujourd'hui, il n'est pas un domaine des sciences fondamentales et de la recherche scientifique où l'image ne soit utilisée dans des champs computationnels élargis. Vu sous cet angle, le flux dont nous parlions, le flux des images véhiculées en maelstrom à travers la toile, et ces images elles-mêmes possèdent à l'évidence des raisons suffisantes, je utilise la formule de Kant, des raisons suffisantes pour se développer et pour interagir de la sorte. Ce qui signifie que leur existence possède bien une forme de légitimité et que notre responsabilité est collective dans la décision de leur accorder à ces images cette part de légitimité sans en faire inévitablement une part maudite. La nature même de cette légitimité en suspens, sa définition, sa délimitation, sa mesure juridique, éthique, économique, sont bien des enjeux actuels. Ces questions complexes soulignent que le travail de réflexion à propos du web ne peut que se poursuivre. Par exemple, sur la question de la délimitation des fichiers d'exclusion, ce qu'on appelle les fichiers d'exclusion, inclus dans la racine des sites web. Sur celle de l'architecture à développer de ce qu'on appelle désormais le web sémantique, le web 3.0, etc. Aujourd'hui, donc, pour cette dernière conférence, j'ai choisi de vous parler d'une image scientifique, ou plus précisément, d'une image de communication scientifique, qui possède un aspect de scientificité de type laboratoire, et qui possède aussi un aspect de communication grand public. C'est la difficulté pour s'emparer de ces images, pour tenter de les comprendre. C'est une difficulté pour les scientifiques eux-mêmes. Une image qui a été reçue avec passion dans l'hyperespace du numérique. Et cela pourrait ouvrir, à mon sens, une interrogation sur la mise en image liée au protocole scientifique. Des process du laboratoire, à la gestion des documents sources, de la représentation modélisation du réel, à l'information scientifique par le biais des revues académiques ou par le biais des médias généralistes. Mais d'abord, donc, conformément à notre habitude, je vous présente en avant-propos deux images. Deux images dont les dispositifs de fonctionnement nous permettront de mieux agencer notre réflexion. Donc, comme je le fais habituellement, je travaille à partir de textes, à partir de réflexions, puis adossé à des textes, adossé à des faits, si vous voulez, mais j'utilise certaines images dans cette réflexion comme outil méthodologique. Ces images me donnent à penser. Donc je présente les images qui vont
permet de construire en quelque sorte cette conférence. Donc, deux images dans les dispositifs de fonctionnement nous permettront de mieux agencer nos réflexions. J'accorde, comme je vous l'indique, je vais l'indiquer, un grand pouvoir méthodologique aux images susceptibles, par l'enseignement de leur propre dispositif, de nous aider à mettre en ordre notre pensée. Nous avions déjà, lors des 3 séances précédentes, fait usage à ensemble de ce type d'image. Alors voici la première image. C'est un photogramme extrait du film d'Antonioni, Blow Up. À la fin de l'année 1966, sort en salle le film Blow Up, du cinéaste italien Michelangelo Antonioni. Palme d'or à Cannes en 1967. Tourné à Londres, ce film, à l'unité de temps resserrée, expose 24 heures de la vie d'un photographe de mode interprété par David Hemmings, lequel évoque le célèbre photographe de l'époque, David Bailey. Après une nuit de reportage photographique dans un asile pour sans-logis, c'est l'ouverture du film, Thomas, le photographe, un personnage interprété par David Hemmings, pénètre dans un parc, c'est le Marion Park à Londres, où il photographie par jeu un couple qui s'embrasse. La femme le poursuit en exigeant le rouleau de pellicule. Inquiète, elle semble regarder quelque chose sous les arbres. De retour au studio, Thomas agrandit les clichés et découvre un homme dissimulé tenant un revolver. Plus tard, après une errance nocturne, une fête, un concert dans un club, une deuxième série d'agrandissements lui révèle, sous le buisson derrière lequel a disparu la femme, ce qui semble s'apparenter à un cadavre. Une visite nocturne au parc lui permet de retrouver le corps. Son studio est vandalisé. Tous les tirages et toutes les pellicules ont disparu. Au petit matin, il retourne au parc, le corps a également disparu. Des clowns, Antonioni parle de hippie clowns, font semblant de jouer au tennis sur le cours du parc. La balle virtuelle, invisible mais sonore, roule jusqu'au pied de Thomas. Les joueurs muets lui demandent de la renvoyer. Ce qu'il fait, la partie reprend avec le bruit mat de la balle invisible. Alors, je ne dis rien des séquences importantes, des séquences d'errance du personnage dans le Londres animé des 60s, entre fêtes privées et concerts rock avec les Yardbirds au Ricketic Club, mythique Ricketic Club. Ni évidemment des scènes érotiques sur lesquelles on a beaucoup écrit. Ces éléments flottants, ces séquences d'errance que je considère comme des éléments flottants, participent du climat de déréalisation du film, entre onirisme et inappétence pour le réel. Pas seulement onirisme, aussi inappétence pour le réel. Le personnage, quant au fond, n'est pas intéressé par le réel, il est intéressé par les images, et par les indices du réel dans ces images, là où il semble découvrir le corps, mais pas, quant au fond, par les choses elles-mêmes. L'image est, pourrait-on dire, le sujet du film, le sujet véritable du film. Image photographique d'abord, cinématographique de fait, mais aussi picturale, avec la présence de l'ami artiste de Thomas, auquel il rend visite. L'image est présentée comme le lieu par excellence d'incarnation du monde, comme l'espace à travers lequel s'effectue l'expérience même du réel. Les dérobates du réel, ces glissements du manque à être des choses à la trop grande plénitude des signes, ne permettant pas d'y accéder directement à ce monde, car ainsi que le notait Merleau-Ponty, celui qui voit ne peut posséder le visible que s'il en est possédé, s'il en est. À l'exergue. Dévoilant le cachet du réel, ou si vous préférez l'invisible du visible, par agrandissement, blow-up, les images détiennent alors un pouvoir de révélation des traces et de régulation des signes, de sorte que le statut ontologique de l'image institue le monde de l'image comme un quasi-monde parallèle, lisant et déchiffrant notre monde
à distance et après coup. Thématique, une profonde inquiétude, un profond soupçon, non seulement sur la nature, mais ontologique, mais sur la question même de l'image, comme double monde. Les images, dit Walter Benjamin, appartiennent à un temps déterminé et avant tout deviennent à lisibilité comme un temps déterminé. Par elle, précise-t-il, la vérité est chargée de temps jusqu'à exploser. Ce régime de vérité, prêt à exploser, comme dit Benjamin, s'apparente à un assemblage, à une constellation de réel et de fiction, d'éléments matériels et de simulacres. Deuxième image, c'est une image qui a été réalisée par un peintre d'icônes qui s'appelle Théophane Crétois dans les années 1490, 1500. Enfin, cet artiste est attesté entre 1490 et 1559. L'œuvre s'appelle La descente de l'Esprit Saint à la Pentecôte sur l'Assemblée des Apôtres. C'est une fresque qui date de l'année 1546 et qui est conservée dans un monastère du Mont Athos, le monastère Stravo-Niketa. Niketa, oui, c'est ça. Théophane Crétois, donc, Théophane Strelitzas, dit le Crétois, né en 1500 en Crète, décédé en 1559 à Héraclion, en Crète, et l'un des plus importants peintres d'icônes du XVIe siècle. Époque où ce type d'image est déjà considéré en Europe comme un parfait archaïsme. On continue cependant, à cette époque, de trouver des peintres d'icônes dans l'espace de l'Église orthodoxe, au Proche-Orient, dans les Balkans, et à travers les territoires à peuplement slave, la Russie, l'Ukraine et la Bulgarie, notamment. Cette peinture, donc conservée in situ sur l'iconostase au monastère Stravo-Niketa, l'un des 20 monastères du Mont Athos, a pour thème l'épisode de la Pentecôte, Pentecosté Éméra, le 50e jour après Pâques. Voici ce que les Actes des Apôtres, en 2:1-4, disent de cet élément-là, qui est représenté, évoqué en tout cas. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils, au pluriel, se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils se mirent à parler ainsi en d'autres langues. Actes des Apôtres, donc 2:1-4. Cet épisode de fondation prophétique, placé donc sous le signe de la pluie de feu, renouvelle à l'évidence l'événement du Sinaï, le récit de Yahvé descendant dans la nuée sur les 70 anciens du peuple hébreu rassemblés par Moïse. Je cite les nombres. Arithmoi, les nombres. Arithmoi, c'est le titre grec de ce texte. Le texte d'origine s'appelle Dans le désert. Le titre des nombres de ce 4e livre de la Bible, à l'origine, chez les Hébreux, s'appelle Dans le désert. Donc, dans les nombres 11, 24, 25, on trouve ceci. Il y avait pris de l'esprit qui reposait sur lui, pour le mettre sur les 70 anciens. Quand l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent sans pouvoir s'arrêter. Le personnage debout, dans la lucarne sombre, à la base de l'image, représente le prophète Joël, qui annonça l'effusion de l'esprit. Alors, une photographie du prophète Joël par Michel-Ange. C'est une peinture de plafond de la chapelle Sixtine. Représentation de Joël, donc 1508-1512. Voici ce que dit Joël, ça se trouve dans le livre de Joël, de Joël, Yahvé et Dieu. Yahvé et Dieu. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront.
vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répondrai mon esprit. Je produirai des signes dans le ciel et sur la terre, sans feu, colonne de fumée. Magnifique texte, hein? Hallucinatoire. Cette croyance donc en la manifestation du divin par des signes à la fois célestes et terrestres, des lampes de feu, des colonnes de fumée, signes libérant des songes, des visions, des paroles, prend racine très certainement dans un passé archaïque de l'humanité où il s'agissait de rendre compte des déchaînements de la nature, des tempêtes, des éruptions volcaniques, et de produire des légitimations normatives d'ordre mythique ou d'ordre religieux ici, religieux en l'occurrence. Un film des 60s, une icône de l'école crétoise du XVIe siècle. Un prophète ayant vécu 400 ans avant notre ère, une peinture de Michel-Ange. Vous voyez que les sources de ma réflexion relèvent à leur tour du régime du vrac, à l'œuvre sur Internet. Habituellement, vous le savez, on considère que ce mode de présentation est lié à la postmodernité, à cette temporalité nouvelle dans laquelle nous nous trouvons. Comme le disait Arthur Rimbaud, il faut être absolument postmoderne. Je poursuis donc cette réflexion en présentant l'image qui est au centre de ma conférence. Est-ce qu'elle passe? C'est un peu sombre. C'est un peu sombre. Alors, si le panneau dit du Sacré-Cœur de la grotte Chauvet, peint vers le 30e millénaire avant notre ère. Il s'agit d'un ensemble de traces et de peintures à l'encre rouge réalisées sur une large paroi de la grotte Chauvet, grotte inscrite par l'UNESCO en 2014 sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Ce panneau se trouve non loin de l'entrée naturelle, dans une salle appelée la salle Brunel, mesurant une quarantaine de mètres de longueur et une trentaine de mètres de largeur, sous des voûtes hautes. Ce panneau est un grand panneau, 6 mètres de long et plus de 3 mètres de hauteur. Il a été dénommé, lors de sa découverte, le Sacré-Cœur, en raison du signe en croix rouge qui surmonte l'ensemble. Le 8 janvier 2016, un site américain non lucratif, scientifique, non lucratif, de publication scientifique, un site qui a été lancé en 2001, qui s'appelle PLOS ONE, Public Library of Science. Je vous conseille de visiter ça sur Internet, c'est absolument passionnant. Ce site publie donc un article qui fait beaucoup de bruit. Cet article a été reçu par le comité de rédaction le 5 octobre 2015. Il est débattu et la publication est acceptée le 18 décembre. Il est publié, mis en ligne le 8 janvier. C'est la synthèse d'une étude réalisée par 13 chercheurs issus des sciences de la Terre et des sciences humaines, préhistoriens et anthropologues, dont 5 appartiennent à l'équipe de Jean-Claude, qui a fouillé et qui a expertisé la grotte Chauvet. Le site web de la FEC, l'Association française pour l'étude du quaternaire, très importante association, c'est le comité national français de International Quaternary Association, une association internationale d'études du quaternaire. Donc la FEC diffuse à son tour l'information le 14 janvier 2016. Voici le titre. Des représentations d'éruptions volcaniques anciennes de 36 000 ans dans la grotte Chauvet Pont d'Arc, pour une interrogation. Je ne vous raconte pas l'impact de la formule et de l'article si vous êtes un peu coutumier des balades sur le web, et des dessins, et des photos, des contre-photos, des contre-analyses, etc. La dimension morale. Alors je vous lis le texte, il est très intéressant ce texte-là. C'est celui de PLOS ONE qui a été finalement publié par la FEC dans la version française. Les éruptions volcaniques sont parmi les plus impressionnants phénomènes géologiques à la surface de la Terre. Cependant, leur représentation figurative reste récente et extrêmement rare
pour la période préhistorique. Le plus ancien témoignage d'un tel événement dans l'histoire humaine ne remonte qu'à environ 9000 ans. Il s'agit de la fresque de Çatal Höyük en Turquie, ou Çatal Höyük, comme on dit en turc, me semble-t-il. Cette fresque donc est actuellement considérée comme la plus ancienne représentation d'une éruption dessinée par une main humaine. Une étude, je poursuis l'article, une étude menée par plusieurs équipes françaises suggère que parmi les célèbres peintures et gravures qui ornent la grotte de Chauvet-Pont d'Arc, Ardèche, France, des signes en gerbe, on notera la formule, des signes en gerbe, constitués de deux faisceaux de lignes courbes divergentes, on notera la formule, faisceaux de lignes courbes divergentes, pourrait être la représentation d'une ou plusieurs éruptions volcaniques stromboliennes du bas Vivarais, à seulement 35 km au nord-ouest de la grotte. Les chercheurs suggèrent, toujours l'article, les chercheurs suggèrent que le design primitif, distinctif des signes en gerbe est une réminiscence des fontaines de lave typiques des éruptions stromboliennes. Dans la grotte, 4 occurrences ont été trouvées dans les galeries des Mégacéros et du Belvédère, ainsi qu'une près de l'entrée originale dans la salle Brunet, celle que je vais vous montrer, le Sacré-Cœur. Ces signes ont été tracés soit avec les doigts, comme dans les galeries du Mégacéros et du Belvédère, ou peints avec des pigments rouges, comme celui trouvé dans le panneau d'entrée de la salle Brunet. Ces symboles, alors vous voyez, signes, dans la phrase précédente, tout d'un coup on passe à symbole, vocabulaire en grande imprécision. Ces symboles n'ont pas d'équivalent proche de la période considérée, ou même parmi les plus de 340 grottes ornées connues en France et en Espagne. Quel est le sens de cette image? Ou plutôt, quel est le sens de ce groupe d'images de volcans dans la grotte Chauvet? Nous ne pouvons bien sûr que nous livrer à des spéculations, mais pour asseoir celle-ci sur des fondements moins incertains, il nous est loisible d'inscrire ces vues spéculatives sur une approche descriptive de ce qui se trouve effectivement visible, peint ou dessiné, gravé ou coloré, sur les parois de Chauvet. Il y a donc deux problèmes distincts. Celui de la forme visible, matérielle, de ces images, à quoi ressemblent-elles? Les a-t-on bien décrites quant au fond? Les a-t-on bien appréhendées? Ou si l'on veut, que voit-on au juste? Que nous est-il permis de voir? Si on peut le dire en termes anciens un peu, que nous est-il permis de voir? Ensuite, celui de l'interprétation de ces images, c'est-à-dire de la lecture de ces images, du parcours, du rayonnement de signification qu'elles ouvrent. Je parle de rayonnement de signification pour donner à entendre que s'il n'existe pas de sens unique, univoque, il n'existe pas non plus un feuilleté de divers sens tels que, malgré leurs différences, ils pourraient néanmoins s'ajuster l'un à l'autre de façon à composer un bloc unifié de cohérence alignée. Rayonnement suppose au contraire un dispositif circulaire du sens, qui se défracte, qui se déplace selon des ellipses, des spirales, des circularités, opérant des connexions, gravitant dans des strates spatiales dissemblables. En quelque sorte, une association complexe de significations, et non pas un sens unique. Commençons par le premier problème, et notons la pauvreté du vocabulaire employé par le fameux texte de Boswan, qui vient du texte de la FEC, repris par le texte de la FEC. Signe en gerbe, entre guillemets. Faisceau de lignes courbes divergentes, entre guillemets. Signe tracé soit avec les doigts, galerie du Mégacéros, soit peint avec des pigments rouges, salle Brunel. Symbole. Plus loin, le texte note. En effet, tout comme le rendu, je souligne, le rendu des figures animales n'est pas entièrement réaliste, je souligne, ces signes en gerbe restent eux aussi largement symboliques. Entre parenthèses, le rédacteur note, le volcan lui-même n'est pas dessiné, par exemple. La notion de rendu, donc notion très artistique, ne fait l'objet d'aucune spécification. Et la formule « le volcan lui-même n'est pas dessiné »
laisse songeur. Cette formule donne à penser que les artistes préhistoriques auraient pu choisir de dessiner le volcan autrement, de sorte qu'il apparaîtrait alors sur la paroi en lui-même, pour reprendre le souhait profond du rédacteur. Cela nous fait penser à certaines critiques maladroites d'artistes de la modernité comme Picasso, qui n'auraient pas représenté les choses, les personnages, les paysages, les objets, comme il faudrait, ou comme on voudrait qu'ils soient, ou comme le voudrait le sens commun. Pourtant, nous savons bien que pour les artistes de la préhistoire, nous avons toutes les chances de penser que le volcan dessiné, incisé ou peint n'était autre que le volcan lui-même. Nous touchons ici à la question du sens et de l'interprétation de ces dessins et de ces peintures, de ces images. Et le texte est à nouveau bien déceptif. Je cite: « Le design distinctif, les signes, dit le texte, en gerbe, est une réminiscence des fontaines de lave typiques des éruptions stromboliennes. Ce qui paraît évoquer donc un mode de représentation basé sur la mémoire, sans autre précision. L'artiste se souvient de ce qu'il a vu, l'artiste préhistorique a vu un volcan, il s'en souvient, et dans la grotte, voilà, il dessine quelque chose qui est extrait de sa mémoire. Le texte, donc, ce fameux texte que je lis et que je tente de comprendre, semble par-dessus tout prendre ces images pour des artefacts, sinon réalistes, du moins assujettis strictement à la représentation figurative. De sorte qu'il pourrait être, c'est ce que dit le texte, la représentation d'une ou plusieurs éruptions volcaniques. Ce n'est certes pas le règne de la raison pratique pure qui animait la vie de l'homme préhistorique. Et il n'y a pas lieu pour appréhender les productions artistiques de cet homme de les placer sous l'autorité vigilante d'une quelconque reproduction fidèle du réel. D'un réel qui plus est mériterait, selon l'artiste préhistorique, d'être documenté dans ses différences et ses répétitions. L'article dit une ou plusieurs éruptions volcaniques, afin de comprendre des variations ou de déterminer des changements. Il est difficile de croire que les membres de l'équipe de Jean-Claude n'aient pas été tentés d'évoquer la dimension chamanique chère à ce préhistorien. Mais le texte note, extrait du texte, j'ouvre les guillemets, comme il n'y a pas d'autre exemple dans l'art rupestre préhistorique de paysage naturel, c'est peut-être la force de l'image des éruptions volcaniques qui pourrait avoir inspiré les artistes. Fin de citation. Eh bien oui, évidemment, toute la question est là. Une éruption strombolienne typique d'Etna 2006, je précise que cette image incongrue, absolument incongrue, accompagne l'article de la FEC. Pas l'article de PLOS ONE, mais voilà. Sous-entendu, vous lisez le texte, et quand vous regardez l'image à côté, vous comprenez bien que l'artiste avait, la démarche de l'artiste préhistorien, c'était de faire une photographie de ça, en quelque sorte. Alors, l'article de la FEC continue, et de manière étonnante. Voici la suite. Les chercheurs ont daté les éruptions des volcans d'Ardèche visibles depuis le plateau surplombant la grotte Chauvet. Ces éruptions, essentiellement stromboliennes, et caractérisées par des projections de lave sous forme de fontaines, se sont révélées contemporaines de la période d'occupation de la grotte durant l'Aurignaciens. Ainsi, il est fort probable que les populations humaines vivant alors dans la vallée du Rhône ont vécu une ou plusieurs éruptions des volcans de la haute vallée de l'Ardèche. Plus en détail, les datations de 3 éruptions particulières, au sud de Boson, à la Coupe d'Aignac, à Mar de Répic, donnent des âges entre 20 000 et 35 000 ans, entre 29 000, moins 29 000, moins et moins 35 000, à la fois avec les datations du carbone 14 et par les procédés de thermoluminescence, qui correspond à l'occupation et à l'âge des signes en forme de gerbe
formés par deux faisceaux de lignes courbes divergentes trouvées dans la galerie des mégaservices. En quelque sorte, il y a une coprésence dans un espace historique d'une scène et d'une image. L'implicite étant de dire que l'image rend compte de la scène et qu'elle n'a pas d'autre fonction. Photographie, photoreportage. Cette étude explicite la situation géologique de l'environnement de la grotte, Chauvet entre moins 36 000 et moins 26 000 ans, et à leur manière, il est fort probable, je reprends la formule, il est fort probable, que les populations d'hommes préhistoriques aient ressenti, à la vue des éruptions volcaniques proches, ces sentiments élevés que Kant dit attachés à de telles circonstances. Alors, je fais un détour par Kant, qui précisément nous parlera de la beauté, du sublime et des éruptions volcaniques. Et voici ce que dit Kant, dans la critique de la faculté de juger, évidemment. Le surplomb audacieux de rochers menaçants, dit le philosophe, des nuées orageuses s'amoncelant dans le ciel et s'avançant, parcourus d'éclairs et de fracas, des volcans dans toute leur violence destructrice, des volcans dans toute leur violence destructrice, des ouragans, selon la désolation, l'océan sans limite soulevé en tempête, la chute vertigineuse d'un fleuve puissant, etc., réduisent notre faculté de résistance à une petitesse insignifiante comparée à leur force. Mais leur spectacle n'en devient que plus attirant dès qu'il est plus effrayant, à la seule condition que nous soyons en sécurité. Et c'est volontiers que nous appelons sublimes ces phénomènes, car ils élèvent les forces de l'âme au-delà de leur niveau habituel et nous font découvrir en nous une faculté de résistance d'une toute autre sorte qui nous donne le courage de nous mesurer à l'apparente toute puissance de la nature. Exposition très complexe de Kant. Kant développe donc un mouvement complexe de pensée où, tout en attribuant le qualificatif sublime à la force de la nature, comme vous l'avez entendu, manifesté par les éruptions volcaniques notamment, il déplace l'effectuation et la mise en œuvre dans la faculté de juger de l'homme. Ainsi, dit le philosophe, le sublime n'est présent en aucune chose de la nature. Le sublime n'est présent en aucune chose de la nature, mais seulement dans notre esprit. Dans la mesure où nous pouvons parvenir à la conscience de notre supériorité sur la nature. Vous pensez que le sublime est dans cet événement qui a toutes les allures de l'événement sublime, mais non. En réalité, dans un deuxième mouvement d'écriture et de pensée, Kant déplace l'effectuation et la projette dans la conscience du regardeur, du sujet humain. Le sublime est une affaire de pensée. Seulement dans notre esprit, dans la mesure où nous pouvons parvenir à la conscience de notre supériorité sur la nature. Tout en paraissant reconnaître, malgré tout, que la chose sublime, le volcan en éruption, par exemple, s'apparente à une grandeur qui n'est comparable qu'à elle-même, c'est la formule de Kant. Kant dit, je vous le rappelle, est sublime ce en comparaison de quoi tout le reste est petit. De sorte que cette chose sublime, ce fragment sublime du monde, le volcan, s'érige hors de la pensée, comme un impensable. Un impensable, si l'on ne mobilise évidemment que la pensée ordinaire. Aussi, Kant est-il amené à distinguer le beau et le sublime, en précisant que ce dernier, le sublime, procède de l'impossibilité, dit-il, de penser l'infini comme entièrement donné. Conjugué, cependant, cette impossibilité, conjuguée cependant à la possibilité de le penser comme un tout. Ce qui révèle vertigineusement, dit Kant, l'existence, je le cite, d'une faculté de l'esprit dépassant toute mesure des sens, qui ne se révèle que dans ce circonstance-là. Une faculté de l'esprit dépassant toute mesure des sens. Aussi, l'accès au sublime, comme dépassement des limites de la sensibilité, doit-il être ressaisi comme un acte de pensée inouï, dont Kant souligne le caractère dynamique. Il y a mouvement de l'esprit, dit-il. L'événement bouleversant, l'éruption volcanique,
est appréhendée comme une grandeur au-delà de toute comparaison. Une grandeur plus grande que grande. Et une effusion de la pensée, pour traverser ce cercle inatteignable de grandeur, devient la seule issue. Alors, on comprend peut-être mieux la disponibilité, l'état d'esprit en quelque sorte de ce Sapiens, quand il a réalisé ses peintures de volcan. En l'absence de ce passage de la pensée à sa propre limite, et presque de la projection de cette pensée dans son extériorité absolue, l'événement violent provoque un pur effroi, où domine le sentiment du danger, dit Kant, et de la détresse. La réponse à l'incommensurable du volcan en éruption devient alors nécessairement un acte existentiel, mêlant la puissance créatrice de l'art et l'invocation métaphysique. La puissance créatrice de l'art et aussi l'invocation métaphysique. Kant considère que cette ouverture relève de la nécessité éthique. Alors voici. Il nous faut imaginer nos artistes du Paléolithique dans cet accès au sublime, comme réponse nécessaire de l'homme face à l'événement inouï, comme engagement mental et physique pour créer, sur les parois de la grotte, ce qui doit sceller le contrat éthique au cœur du vivant. En 1813, Pierre-Henri de Valenciennes peint l'éruption du Vésuve, arrivée le 24 août 1979, sous le règne de Titus. C'est une huile sur toile conservée au musée des Augustins à Toulouse. Que voit-on dans le travail de Valenciennes? Documentation, dessin, mise en espace, peinture, pittoresque. Il s'agit là de ce que Kant aurait nommé une fiction de la fantaisie. Ce qui se trouve gravé et peint à la grotte Chauvet n'a strictement rien à voir avec de telles images. Et pour le comprendre, il suffit de se demander ce que faisait exactement l'artiste de la préhistoire, quel geste il accomplissait, quel travail son corps et son esprit étaient-ils tenus d'accomplir. Regardons le panneau dit du Sacré-Cœur, regardons-le fixement, très attentivement. Cherchons l'indice. Il surgit cet indice si nous accomplissons à notre tour le geste ou l'ensemble des gestes destinés à représenter un volcan en éruption. On le perçoit aussitôt. Dessiner un volcan et le désigner, le décrire, dessiner et désigner, décrire, gestuellement, constitue un seul et même geste. Un seul et même geste. De grands mouvements courbes de la main, pivotant autour du poignet, voire des deux mains simultanément, permettent à la fois de tracer sur une paroi les gerbes rouges, projetées par le cône du volcan en éruption, et de fournir un récit à distance de l'éruption. Le dessin est alors un énoncé où s'opère la jointure du visuel et du racontable, du phénomène et de la parole, et à ce titre, il émerge comme un conglomérat de sens tactile et gestuel, et de sens optique visuel. De sorte que le ou les dessins du volcan en éruption de la grotte Chauvet sont des configurations graphiques particulières, ni tout à fait iconiques, comme les représentations animales de cette même grotte, ni complètement signalétiques ou symboliques, comme les signes trouvés en grand nombre, vous le savez, sur les parois, les flèches, les quadrillages, les chevrons, les boucles, etc. Ces configurations graphiques, picturales, liées au volcan, s'apparentent à des états ou des motifs du corps. C'est littéralement le corps de l'artiste chaman, très certainement, qui est traversé par l'éruption volcanique. Éruption qu'il inscrit à son tour
sur la paroi de la grotte, en simulant par les gestes graphiques des gerbes incendiaires. Ici, le semblable, la gestualité du dessinateur évoque le semblable, le volcan en éruption, selon le principe similia similibus evocantur, qui gouverne encore la pharmacopée antique et médiévale et qui procède de savoirs archaïques, qui se ressemblent, ça semble. Et puisque similia similibus curantur, le semblable guérit le semblable, c'est la base de la pharmacopée médiévale, la plante qui a une forme d'oreille qui est destinée à soigner les maux d'oreille, il faut certainement accorder un pouvoir important à de telles images de volcans, ainsi qu'aux performances physiques et mentales de leur réalisation. Pouvoir de désenvoûtement, relativement aux turpitudes monstrueuses de la Terre, aux inquiétudes surgies à l'issue de ces turpitudes, car l'image est à la chose ce que la partie est au tout. Il est vraisemblable que dire et faire se confondaient dans la performance artistique, dans l'acte d'image performative, si vous préférez. Du chaman peintre, du peintre chaman, le langage de l'image s'unissant à celui du corps et de la voix. Ernst Cassirer fait remarquer ceci. Alors, c'est un extrait de Philosophie des formes symboliques, magnifique livre, hein. C'est le tome 1, publié chez Gallimard en 72, traduction française 72. Le langage relie les expressions signifiant parler, sprechen, et dire, sagen, avec celles qui signifient montrer, zeigen, et désigner, weisen. Dans les langues indo-européennes, les verbes signifiant dire dérivent en majeure partie de ceux qui signifient montrer, dicere, à la même racine que celle qui est contenue dans le grec, deiknoumi. Tout comme le grec, phionifasco, remonte à une racine fa, sanskrit ba, qui désigne à l'origine la lumière, le reflet, ainsi que le faire apparaître. Donc, parler, montrer, il y a une ligature anthropologique forte entre le vocabulaire de la monstration et le vocabulaire de l'explication. On voit qu'il y a quelque chose, de la révélation de la chose en quelque sorte. Avec la prudence qui s'impose, donc il n'est pas impossible d'imaginer qu'en ces époques reculées de la préhistoire, où s'élaboraient les peintures gravures de volcans de la grotte Chauvet, l'acte d'image performatif, unissant la voix, le corps, le signe et l'image, était jugé investi d'un pouvoir particulier, faisant apparaître ce qui était tout à la fois nommé, désigné et représenté. Il est hautement probable que cette apparition quasi matérielle possédait alors des facultés proprement thaumaturgiques ou magiques. Existait-il un public dans la grotte durant la réalisation de l'œuvre peinte ou dessinée par incision? On peut, et sans doute doit-on le supposer, mais les preuves sont ténues. Cette réalisation, que j'imagine volontiers de l'ordre de la performance, comme on dirait aujourd'hui, impliquant geste, corps et voix, cette production d'image, cet acte d'image performatif, offrait la scène du voyant et du visible, que Merleau-Ponty a esquissé. Il n'y a pas coïncidence, disait Merleau-Ponty, du voyant et du visible. Très important, une thèse très importante. Mais chacun emprunte à l'autre. Chacun prend ou empiète sur l'autre, se croise avec l'autre, est en chiasme, entrelacement. J'ai traduit par entrelacement. C'est un terme très important dans le pensée de Merleau-Ponty. C'est l'entrelacement du corps de l'artiste et de la chair du monde, convoqué par l'image, mais aussi de l'être de l'artiste chaman et des membres présents de la communauté. De sorte que dans la grotte, comme sur les apôtres lors de la Pentecôte, des lampes de feu paraissent descendre sur chacun. Le volcan, avec sa chair ouverte et incendiée, produit lui aussi des signes dans le ciel et sur la terre, sans feu, colonne de fumée, comme disait Joël. Et voici donc
un peu plus loin, dans la grotte Chauvet, c'est le panneau de la fameuse galerie du Mégacéros, 34 000 à 36 000 ans à vos montrer. Un élément majeur, inaperçu en quelque sorte, sur lequel il y a eu une bévue monstrueuse, un élément majeur nous fournit un témoignage de cet entrelacement que je dirais volontiers théophanique. La superposition de la grotte du Mégacéros, de la grotte Chauvet, de la galerie du Mégacéros de la grotte Chauvet, pardon, d'un volcan dessiné et d'un animal. Une superposition qui est d'abord demeurée, qui est tout d'abord demeurée invisible aux yeux des préhistoriens et de l'équipe de Jean-Claude, comme le cadavre était demeuré invisible pour le photographe. Élément, donc, une superposition qui était demeurée invisible aux yeux des préhistoriens et de l'équipe de Jean-Claude en général. Disons que l'attention s'est focalisée sur la peinture de l'animal, le dessin peint de l'animal, négligeant ce qui était présent sur le support de pierre, la paroi, à savoir un ensemble de tracés en gerbe, gravés avec énergie et décision. Tracés présents, mais invisibles pour un regard qui ne les cherchait pas. La lettre volue. Invisible pour qui était persuadé par l'évidence de ce qui était à voir, l'animal et l'animal seul. Alors, voici le même panneau à gauche, et les relevés, les traces dessinées par image numérique. On voit que tout d'un coup, l'image numérique est intervenue. Dans l'image de gauche, donc le panneau tel qu'il est, dans l'image de droite, on a superposé, on a identifié les tracés des gerbes, on a laissé l'animal, et dans l'image supérieure, on a enlevé l'animal pour montrer uniquement le tracé des gerbes. Il a fallu, à partir de l'indice du panneau dit du Sacré-Cœur, se défier des premières lectures de quelques autres images pour y repérer enfin, dans cette fameuse galerie du Mégacéros, sur cette paroi, comme le cadavre sous les buissons du Marion Park, à l'aide du blow-up, le chiasme, l'image double, emboîtée, entrelacée, le relevé graphique des tracés sur image numérique a joué le rôle du blow-up. Quelque chose a surgi, qui était pourtant là. Un signe enclos dans la masse de l'image a permis de reconfigurer cette image, d'en réexaminer le sens. Je vous parlais en introduction d'ouvrir une interrogation sur la mise en image liée au protocole scientifique, des process du laboratoire à la gestion des documents sources, de la représentation, modélisation du réel à l'information scientifique par le biais des revues académiques ou des médias généralistes. De fait, ce fameux panneau de la galerie du Mégacéros est une sorte de panneau à double entrée ou à double lecture. C'est d'abord une image obvie. Je reprends la notion de Barthes, sur laquelle nous avions un petit peu travaillé. Une image qui vient au devant, comme disait Barthes, de nous, qui s'avance vers nous, qui s'ouvre vers nous. Et c'est bien de cette manière-là, comme une flèche dirigée vers notre œil, que nous apparaît cet animal dressé verticalement, comme bondissant. Cet animal est uniquement lui. Mais une autre image apparaît, emmêlée à la première, non plus picturale, mais graphique, faite d'incisions, de tracés courbes, ayant creusé la paroi de pierre, une image presque invisible, qui se révèle à lumière rasante, à l'aide d'une sorte d'observation dédoublée. Par une sorte de bévue, ou de vision ratée, cette deuxième image, ou ce deuxième niveau de l'image avait échappé, en raison de l'idée que l'on se faisait d'avance de la chose vue. Cette chose vue se devait d'être uniquement une forme visible et lisible, selon une conception de l'art préhistorique gouvernée par la mimésis. En dépit de styles et de formes différenciés, l'artiste préhistorique, disait-on, croyait-on, n'aurait fait que représenter le réel. Comme un artiste de la tradition prémoderne, selon la doxa, si la formation des préhistoriens, à mon sens, si la formation des préhistoriens et des paléoanthropologues intégrait sérieusement l'étude de l'art moderne, sans doute que nos chercheurs se seraient-ils souvenus de la formule de Paul Klee: l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Alors voici. Le fait qu'un artiste ait représenté un animal en surimpression sur un dessin de volcan, le corps recourbé, le mufle à la verticale, dans le cône volcanique, d'où jaillissent les projections, laisse entendre
qu'une relation était établie entre le souffle de la glaciale et l'éruption volcanique, entre le pneuma animal et la lumière-feu jaillissant de la Terre. La dimension octonienne de la pensée de l'homme préhistorique, souvent notée, s'emboîte ici dans la vision d'un monde livré à la grande souveraineté animale, où la vie s'exhalait par l'incandescence confondue des feux et des souffles. La distinction introduite par les artistes chamans entre l'usage de l'ocre rouge, en traits épais, et d'autre part l'incision graphique linéaire de la pierre, comme l'aurait fait le burin du graveur, témoigne sans doute d'un souci d'articuler deux modes de représentation. Si l'on veut, le pictural et le linéaire, ou plus certainement deux modes d'accès à l'événement sublime. L'un, la peinture ocre rouge, au plus près de la puissance de sidération visuelle et symbolique du volcan, crachant ses gerbes de feu, tel un corps rejetant des coulées de sang. L'autre, la gravure, plus proche d'une intention récitative ou mentale liée à l'attractio similium, la sympathie mimétique, engagée dans l'acte magique partagé entre le dessinateur et le public. Ce dispositif recouvre d'une part la narration, l'historia, picturale, objet exhibé dans le champ de la visibilité, et d'autre part l'incision de la pierre, le disegno, c'est-à-dire un acte liturgique, chamanique, donnant naissance à des figures animales. C'est bien la paroi de la grotte qui est alors l'écran de cette double opération, où art et religion s'interpénètrent sans se confondre. Aussi, reconnaître la dimension chamanique de l'art pariétal devrait signifier rassembler cette double instance. La pensée magique à l'œuvre dans la grotte Chauvet atteint le réel en fusionnant le pouvoir du regard, la présence du corps et la disponibilité engageante des signes. La couleur, ce rouge des ochras dont parle Pline, est l'un de ces signes majeurs car il unifie le sang des créatures vivantes, hommes et animaux, et les régurgitations incendiaires de la Terre. Le volcan pourvoit à la vie. Le volcan pourvoit à la vie en extrayant le feu des entrailles de la Terre, comme les créatures donnent naissance à d'autres créatures. Il est ainsi symptomatique que l'on ait donné le nom de Sacré-Cœur à la paroi gorgée de gerbes d'ocre rouge surmontée d'une croix. Quant au fond, la crucifixion est aussi liée à l'écoulement du sang et témoigne d'une théophanie du passage, où, sous l'autorité d'une instance supérieure, la mort et la vie communiquent. Aujourd'hui, s'il nous était demandé de représenter notre présent, peut-être aurions-nous d'emblée l'idée de dessiner un volcan. Et peut-être serions-nous tentés de le dessiner, ainsi que le faisait notre lointain ancêtre de la grotte Chauvet, comme quelque chose qui se projette dans le monde avec fracas, tel un danger menaçant, mais aussi comme un déversement de signes prometteurs, une respiration mêlée à l'aurore. Je vous remercie.